Il est 9h46, nous sommes toujours en direct sur TV Finance dans Direct Gestion. Le débat ce matin se déroule avec mon invité Jean-Paul Betbès de Betbès Conseil, responsable du site betbesconseil.com. Jean-Paul Betbès, une question. On parlait du quantitative easing, de ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, et surtout de ces taux qui n'en finissent pas de baisser. Les investisseurs sont prêts à prêter aujourd'hui à des taux négatifs. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de conundrum, d'énigme sur ces taux? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui de prêter son argent à taux négatif, c'est-à-dire de payer pour qu'on garde votre argent? Je vais vous raconter un secret. L'économie de marché n'est pas gérée par les marchés. Elle est gérée par un monsieur et une dame. La dame, c'est Madame Yellen, et le monsieur, c'est Monsieur Draghi. Et les marchés les suivent. Et donc Madame Yellen dit je vais être patiente, puis je ne vais plus être patiente, et puis je vais faire en fonction des données, etc. etc. Donc d'une certaine manière, Madame Yellen suit l'opération, gère l'opération très bien. Et qu'est-ce que dit Madame Yellen? Elle dit ne vous inquiétez pas, le jour où les taux d'intérêt où l'inflation montera, eh bien, je réagirai et je monterai mes taux, donc vous ne serez pas surpris. Tout le problème que nous avons aux États-Unis, c'est que quand on rentrera dans quelque chose qui est normal et qu'on sortira du conundrum, il ne faut pas qu'on ait un choc. L'angoisse de tout le monde, c'est le fait que quand vous avez compressé les taux aujourd'hui, on appelle ça la répression financière, quand vous avez réprimé les taux comme ça fasse comme ça, quoi. Et donc vous passiez de 2 à 3. Parce que si vous passez de 2 à 3, à ce moment-là, la bourse décale. Et ils ne veulent absolument pas avoir une crise boursière. N'oubliez, enfin, les taux d'intérêt et toute la politique monétaire, c'est une politique boursière. C'est-à-dire que je veux me sortir d'affaires en montant la bourse. C'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Oui, mais il y a eu un effet richesse. On sait en plus que les États-Unis, les Américains ont beaucoup plus d'actions que par exemple les Français qui sont très investis en immobilier. Ça veut dire que l'effet richesse a été extraordinaire. Alors ça a beaucoup détruit en 2008 avec la crise des subprimes, mais ensuite ils ont recomposé et l'économie aussi repart parce que votre bas de laine en action s'est reconstitué 200% depuis le point bas grâce à 3 QE. Eh bien, le QE européen, c'est un effet richesse. C'est aussi une façon d'organiser l'effet richesse. Sauf qu'on a moins d'actions, nous les Européens. Sauf qu'on a moins d'actions, ça c'est vrai, mais vous avez des obligations. Et donc vous avez un processus qui se met en place par ça. Et c'est pour ça que la bourse a pris 20%. La bourse européenne a pris 20%. Est-ce que ça va continuer? Oui, parce que vous avez la visibilité. Vous savez qui va acheter, vous savez que Mario Draghi va l'acheter pendant 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, vous allez avoir des produits, des taux d'intérêt qui vont baisser. Et puis ensuite, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va acheter? Alors, il va acheter de l'obligataire européen classique. Puis un jour ou l'autre, mais pas encore, il va acheter des obligations d'entreprise. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt des entreprises baisseront. Et à ce moment-là, les entreprises sont encore plus heureuses. Et puis peut-être, si ça ne suffit pas, il achètera des actions. Mais pour le moment, on n'y est pas. Ça, c'est pas possible. Mais pour le moment, il est en train de jouer le maximum possible des obligations, en quelque sorte, étatiques. C'est-à-dire que dans 6 mois, il dira, je vais essayer de prendre des obligations privées. Et à ce moment-là, vous allez voir que les entreprises privées vont se financer à quelques pourcents. D'ores et déjà, les entreprises américaines ont compris que c'était pas mal de se financer ici, parce que nous avons des taux d'intérêt plus bas. Donc on va être une espèce de gigantesque élément, si vous voulez, de centre financier mondial de financement de l'économie, entre autres, des grandes multinationales européennes et américaines. Et ça, c'est très bon. Alors, grosso modo, le profit va monter. Alors, jusqu'à quand, justement, parce que vous titrez dans un papier récent, un monde sans inflation et sans intérêt, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça peut durer, cette espèce d'anomalie quand même de marché? On ne peut pas rester avec des taux à zéro et de l'argent gratuit. Mais vous y êtes. C'est ce papier que j'ai fait pour Deloitte. Grosso modo, un collègue à moi qui s'appelle Keynes, qui n'a pas pu venir à cette réunion, avait fabriqué quelque chose sur l'euthanasie des rentiers. Vous êtes très endetté et vous avez un système du style « je ne paie pas ». Bon, ça c'est une horreur. La politique, la façon d'organiser l'euthanasie chez Keynes était de dire « je vais vous payer avec des taux d'intérêt réels négatifs », c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'inflation et cette inflation va faire que, en termes réels, vous ne serez pas payé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les taux nominaux sont négatifs. Nominaux.
C'est-à-dire, vous voulez prêter à la banque, vous voulez acheter des bons du Trésor allemand, c'est moins 0,2, c'est moins 0,4. Et vous voulez prêter jusqu'à 5 ans, 7 ans à Madame Angela Merkel, c'est 0. Bon, bientôt, les banques, les grandes banques vont Qui sont obligées quand même d'avoir des obligations de papier d'État. vous allez voir les grandes banques. Les grandes banques vont dire, vous êtes une grande banque internationale, vous avez beaucoup de liquidités, je vous les prends à moins 0 quelque chose. Donc, si vous voulez, la liquidité va avoir un prix négatif. Donc, l'euthanasie, si vous voulez, ça va être une façon de dire, vous voulez avoir de la liquidité, eh bien, ça ne rapporte plus rien. C'est ce que j'ai appelé un monde sans intérêt. Un monde sans intérêt, c'est un monde sans taux d'intérêt. C'est la nouvelle façon de dire, vous voulez avoir de la liquidité, eh bien, ça ne rapporte plus rien, oui. Non seulement ça ne rapporte plus rien, mais ça va vous coûter de l'argent jusqu'à ce que vous consommiez, vous les ménages, jusqu'à ce que vous investissiez, vous les entreprises, et jusqu'à ce que vous, entreprises, vous rachetiez le voisin. Nous sommes dans une énorme phase de concentration. Tout à l'heure, vous parliez de ce qui s'était passé sur le Nasdaq et la concentration qui avait lieu sur le Nasdaq. Ça va continuer. C'est-à-dire que quand vous avez 1% de croissance, 1 et quelques, quand vous avez des taux d'intérêt à 1 et quelques, et vous dites 1% de croissance, 1% d'inflation et 1% de taux d'intérêt, qu'est-ce que je fais? Je rachète mon voisin. Je rachète le voisin. Et alors le voisin, est-ce que justement avec un dollar qui s'est réapprécié très fortement en très peu de temps, est-ce que ça va pas être le voisin américain qui va racheter le voisin européen, alors qu'il y a 6 mois, le contraire aurait pu être possible? Ça va être ça. C'est-à-dire que grosso modo... Ou le chinois. Les valorisations des entreprises françaises, des targets françaises, vont monter. C'est pour ça que vous avez un effet de bourse. C'est pour ça que vous avez un effet de valorisation des PME. C'est pour ça que vous avez un effet de la nouvelle économie, etc., etc. C'est pour ça que vous avez, sur le private equity, ça monte. Tout simplement parce qu'il y a de l'argent, d'une certaine manière. Il y a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. Il y a, pour les Américains, un effet dollar qui les favorise. Et donc, on y va. Alors, vous allez me dire, ah, ça fait que les PME françaises, par exemple, seront plus chères. Eh oui, parce qu'on ne peut pas éviter ça. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, nous avons un effet de valorisation considérable et qui va durer des entreprises grandes, petites et moyennes parce que les Américains vont faire leurs courses ici. Alors, dans l'économie réelle, on va se reconnecter. Il y a justement des entreprises qui profitent de cette nouvelle économie. Vous avez dit, Jean-Paul Bédès, la nouvelle économie, c'est l'économie, on la vit tous les jours. Ce sont les entreprises de l'économie, enfin, qui surfent sur l'économie du partage. Vous avez assisté à une conférence, c'était à Londres en début de semaine, sur cette économie du partage. D'un mot, qu'est-ce que c'est? Comment ça révolutionne nos modes de consommation? Sharing economy, c'était organisé. Sharing economy. C'est l'économie du partage en français. Donc c'est Blablacar, c'est Uber. En France, c'est des petites sociétés qui s'appellent Uniland, des sociétés de crowdfunding ou de crowdlending. Ce sont des processus qui sont extraordinairement modernes du point de vue technique, hein, avec des nouvelles technologies, et en même temps, leur source est multiple. Alors, ce qu'il disait, c'est une conséquence de la crise. C'est-à-dire que, grosso modo, les gens vont essayer, avec des revenus qui n'augmentent pas, d'aller visiter des pays, essayer de voir avec Airbnb si on ne peut pas se loger en Espagne ou en Italie moins cher. Bon, avec Blablacar de faire du covoiturage, avec Uber le taxi. Donc, c'est une économie, si vous voulez, post-crise. Ça, c'est clair. Deuxièmement, c'est une économie ultra-moderne. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez ce que c'est que Blablacar, il faut que vous sachiez ce que c'est qu'un site. Troisièmement, et ça c'est nouveau, c'est une économie de la confiance. Parce que si je viens chez vous, dans votre appartement, et que je loue votre appartement, que je loue pendant ou je sous-loue votre appartement, il faut que vous me fassiez assez confiance, je ne vais pas voler, je ne vais pas détruire, je ne vais pas... Vous voyez. Et donc c'est une économie, en quelque sorte, du rapprochement des gens. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que cette nouvelle économie n'est pas une économie de la séparation, c'est une économie de la nouvelle proximité. Et je pense que c'est ça qui est nouveau. Par exemple, le crowdfunding, ce sont des tout petits tickets. Bon, ce n'est pas des tickets que feraient normalement les banques, parce que les banques se disent « j'y gagne pas d'argent », sauf si un jour elles se rendent compte qu'il faudra qu'elles le fassent. Et donc vous avez une façon de dire, tiens, je vais financer le fleuriste, donc je vais connaître le fleuriste. Voici ça, c'est sorti de mon blog. Hein, ouais, la finance alternative se répand. La finance alternative se répand, c'est un travail qui est sorti et que j'ai pris de l'université de Cambridge et de Arsène Young, et qui montre l'évolution. Alors, vous direz,
par tête, c'est peu. 4 milliards et demi au total, c'est minuscule. Oui, oui, c'est minuscule jusqu'au moment où ça va se développer. Tout simplement parce que ce sont des créneaux nouveaux. Si vous voulez financer la fleuriste, ou financer le boucher charcutier du coin, ou financer la petite entreprise qui va se créer, c'est tout petit, hein, c'est 100 000 euros. Donc ça, c'était un créneau qui n'existait pas. Essayer de faire un Paris-Lyon en voiture pour 20 euros, ça n'existait pas, ou 10 euros, ça n'existait pas. Tout simplement parce que le covoiturage, sous cette façon-là, n'existait pas. Et donc ce sont des nouveaux marchés qui apparaissent. Alors c'est pas de la... Ils appellent ça disruptif, hein. C'est pas simplement de la désintermédiation, c'est de la création de marchés qui n'existaient pas grâce à une nouvelle technologie. Moi, je suis à Paris et je vais à Lyon, ou inverse. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir ensemble et on partagera les frais? Ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai l'impression que c'est des choses en fait, qui existaient. Les gens de tout temps, on prenait son téléphone, on essayait de s'arranger entre copains lors des grèves. Aujourd'hui, la technologie permet de rendre ça ultra accessible, ultra facile, de son smartphone, on peut réserver. Blablacar a été aidé par les grèves françaises. D'accord. Mais il n'y a pas les grèves en permanence en France, il n'y a pas des grèves dans le monde entier. Non, sinon il n'arriverait pas à lever 100 millions de dollars très facilement. 100 millions, bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé, un créneau. C'est-à-dire que très souvent, cette économie est au-dessous de l'écran radar de l'économie traditionnelle. Donc, si vous voulez aller à Lyon, vous prenez la SNCF. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui est moins cher, vous avez Blablacar. Simplement, il faut que j'ai un système, une plateforme, parce que c'est une économie de plateforme, dans laquelle je dis, je vais à Lyon, je vais à Warren, de telle heure à telle heure, et il y aura quelqu'un... La rencontre de l'offre et de la demande, qui organise la place de marché. Oui, mais avec des gens que je verrai. C'est pour ça que ça s'appelle Blablacar. C'est un car où on va blablater. Donc c'est une économie en même temps de la discussion, du débat. Je ne sais pas si vous faites du blablacar, mais ils vont être servis. Vous êtes plutôt blablabla, hein, parce que dans les codes, c'est un bla, c'est quelqu'un qui est discret. Un blabla, il est moyennement bavard, et blablabla, il est très bavard. Mais blablacar, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une idée de la communication. C'est ça l'histoire. Et l'idée de la nouvelle économie est une économie des nouvelles relations. En fait, c'est une économie de la confiance. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce type de logique. C'est pour ça que, en fait, il s'agit non seulement d'être hyper moderne, mais d'une certaine manière d'avoir une autre façon de fonctionner par rapport aux autres. C'est pas mal. Et ce serait intéressant de voir dans quelle mesure les entreprises installées, au lieu de voir ça comme l'ennemi, pourraient se dire je vais en faire un allié. Et mon idée, ce serait de voir dans quelle mesure, par exemple, les banques ou les assureurs pourraient utiliser cela comme étant des façons nouvelles de fonctionner. Des relais de business. Des relais de business par rapport à des activités qui étaient, pour le moment, qui ne savaient pas traiter, qui étaient parfois trop petites pour les traiter. De la même manière, l'assurance va également changer de métier. Donc on est dans une révolution technique et d'une révolution sociale. Révolution technique, révolution sociale, en tout cas on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission sur Direct Gestion où on invitera à partir de la semaine prochaine des fintech, des sociétés mêlant finance et technologie. Donc ce sera vendredi prochain. Merci beaucoup Jean-Paul Bedbez de Bedbez Conseil. On vous retrouve bien sûr sur votre blog bedbezconseil.com. Abonnez-vous pour la lettre pour ceux qui s'intéressent à cette nouvelle économie. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve dès lundi prochain. À très bientôt.